La ruine de l'Espagne à cause de l'or du Nouveau Monde. En 1590, imaginez la scène. Un seul galion espagnol accoste à Séville, chargé de 100 tonnes d'argent pur. C'est une fortune colossale. Ce trésor fait le tour de l'Europe, les courtisans s'évanouissent coquant d'admiration devant tant de splendeur. Et pourtant, dans le même temps, le prix du pain à Madrid a tout simplement triplé. Voilà le paradoxe, n'est-ce pas? L'Espagne, qui possède l'or et l'argent du monde entier, voit son peuple crouler sous la pauvreté. Comment diable une telle ruée vers les richesses a-t-elle pu mener à la faillite générale d'une nation? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Tout commence en 1492. Christophe Colomb débarque, et l'Espagne se retrouve du jour au lendemain le distributeur exclusif des métaux précieux du Nouveau Monde. C'est l'euphorie. En un siècle à peine, ce ne sont pas moins de 180 tonnes d'or et 16 000 tonnes d'argent qui traversent l'Atlantique pour inonder la péninsule. Les rois catholiques, Philippe II en tête, voient un empire le plus vaste que le monde ait connu depuis Rome. Du Mexique aux Philippines, le soleil ne se couche jamais sur leur drapeau. Cet or, il finance des armées, bâtit des cathédrales somptueuses, commande des tableaux de maîtres. Tout le continent est jaloux de cette puissance espagnole. On croit que cette richesse est éternelle, une bénédiction divine. Mais en réalité, une bombe à retardement économique est déjà en marche, tapie dans l'ombre de toute cette gloire. Le principe est simple, mais dévastateur. Beaucoup d'argent en circulation, mais la même quantité de biens à acheter. Le résultat, les prix explosent, c'est ce qu'on appelle la révolution des prix. Entre 1500 et 1600, le blé par exemple a vu son prix multiplié par 6 en un siècle, et en Espagne, il a même triplé en quelques décennies. Cette inflation galopante déprécie la valeur de la monnaie, rendant la vie insupportable pour les gens ordinaires. Les artisans espagnols se retrouvent à payer leur laine bien plus cher que leurs homologues anglais. Comment voulez-vous qu'ils soient compétitifs? Conséquence directe, les draps de Léon coûtent 40% de plus que ceux de Coventry. Les usines ferment les unes après les autres, les ateliers déménagent vers des cieux plus cléments, comme les Pays-Bas ou Genève. L'Espagne se transforme alors en un gigantesque supermarché importateur. Elle vend son or et achète tout à l'extérieur, même les clous pour ses navires. C'est la première désindustrialisation d'Europe, un phénomène qui va miner ses fondations économiques pour des siècles. Même avec tant d'or, la mauvaise gestion fait des ravages. Philippe II, par exemple, reçoit chaque année l'équivalent de 10 tonnes d'or, mais il en dépense 14. Faites le calcul, c'est un déficit chronique. Pour combler ce trou abyssal, il emprunte sans compter aux banquiers allemands et génois, souvent à des taux d'intérêt exorbitants, jusqu'à 12%. Et puis, la réalité le rattrape. En 1557, 1575 et 1596, la couronne espagnole est contrainte de faire une annonce terrible, on ne rembourse plus. C'est ni plus ni moins la première série de faillites souveraines de l'histoire moderne. Imaginez la confiance des investisseurs. Les banquiers coupent le robinet du crédit. Les taux d'intérêt grimpent alors à 20%, et l'Espagne doit vendre des parts de ses impôts futurs, avec des intérêts encore plus lourds. Le pays s'endette pour payer ses dettes. Une spirale infernale dont il ne sortira jamais vraiment. Pendant ce temps-là, où va tout cet argent? Cet or sert aussi à financer 80% du budget militaire européen, car l'Espagne est constamment en guerre. L'Armada invincible, la guerre de 30 ans, les révoltes des Pays-Bas, 350 millions de ducats, partis littéralement en fumée, en poudre à canon. Le résultat? Un coût humain et social effroyable. 300 000 soldats morts, des révoltes intérieures en Castille, et la peste de 1599 qui décime 10% de la population. Et qui paye la note? Le peuple, bien sûr. Les impôts sur le sel, sur le vin, sur la viande deviennent insupportables. À Tolède, des familles entières abandonnent la ville, incapables de se procurer le moindre morceau de pain. Le trésor du Nouveau Monde, censé apporter la prospérité,
a en réalité acheté la misère du vieux continent. Et pendant que l'Espagne s'enfonçait dans cette crise, que faisaient ses voisins? Les Pays-Bas, l'Angleterre, la France, eux, investissaient intelligemment. Ils mettaient leur argent dans des filatures, des fonderies, des chantiers navals. Ils bâtissaient l'avenir, pas des châteaux de sable doré. Ce sont eux qui inventent la bourse d'Amsterdam et la Banque d'Angleterre, des outils financiers modernes et efficaces. Quand l'Espagne exporte de l'or brut, eux exportent des biens manufacturés à plus forte valeur ajoutée. Le siècle d'or espagnol devient, ironiquement, le siècle de cuivre européen pour l'Espagne, tandis que c'est un véritable siècle d'or pour ses rivaux. En 1700, l'Espagne a perdu 90% de ses ateliers de soie. Londres et Amsterdam règlent désormais le commerce mondial. L'empire le plus riche est devenu le plus endetté et le plus arriéré économiquement. Le coup de grâce arrive en 1713, avec le traité d'Utrecht. C'est un déclin officiel, acté sur papier. L'Espagne abandonne la Belgique, la Sardaigne, Gibraltar. Le royaume perd en un jour plus de territoire qu'il n'en avait conquis en 2 siècles de colonisation. Les galions continuent d'arriver avec leurs cargaisons précieuses, mais les caisses sont saisies par les créanciers avant même de toucher le quai. L'or sert à payer les intérêts des intérêts, un cycle sans fin. C'est à cette époque que naît le mot « rentier » en Castille. Celui qui vit de la rente espagnole, non pas du travail productif, car l'industrie est tout simplement morte. Le cercle est bouclé. La richesse a littéralement tué la richesse. L'or, censé être une bénédiction, était devenu une malédiction. Alors, la vraie question est, l'argent facile est-il toujours une bénédiction? L'Espagne nous répond par une faillite retentissante, une leçon cinglante sur la gestion des richesses et les dangers de la dépendance. Si cette histoire passionnante vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle nation vous aimeriez voir décortiquer dans un prochain paradoxe historique. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.